Alors, là, vous savez, c'est pas pour rien, ça a été la première page que j'ai dessinée. Je me suis dit, je vais d'abord poser le décor. Je vais d'abord poser le décor. Et pour poser le décor, j'ai utilisé comme image la seule photo de famille complète qu'a mon père. Elle a été prise en 1938 à Bruxelles. Et il est là avec ses parents, c'est la couverture de son livre, et c'est la seule photo de famille qu'il y a. Et je me suis dit, je vais commencer par ça. Je vais raconter, voilà, que j'ai perdu toute cette branche de ma famille. Et puis je me suis dit, pour tout de suite vérifier que je suis capable et que c'est possible de mélanger la Shoah avec un peu d'humour, je vais raconter qu'il y avait que mon père qui avait le droit de rôter à table à la maison. Ça s'est passé une fois ou deux, c'est pas que ça se soit passé tous les jours. Mais je me souviens d'un épisode où après qu'il ait rôté, ça lui arrivait, l'aérophagie, il avait de l'acidité, il prenait du Malox, il a fait des ulcères. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Un jour, j'ai rôté, après lui, et ma mère m'a dit, il n'y a que papa qui a le droit de rôter, il a été dans les camps. Et je trouvais que c'était injuste que je n'avais pas le droit de rôter parce que je n'avais pas été dans les camps. Et je trouvais que si je racontais ça entre la page 1 et la page 2, j'allais pouvoir tester ce ton que je cherchais dans le livre, comment mélanger ces deux contrastes. Et j'ai eu le sentiment que c'était chouette, que c'était marrant, que ça fonctionnait bien, et que je pouvais directement après ça montrer une chose qui est un petit épisode presque anodin, mais qui est une chose que mon père ne savait pas non plus, c'est que je cherchais mon père dans les albums, dans les livres qu'il avait sur la guerre, et il en avait beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, mais tout ce qui paraissait en allemand, en anglais ou en français, il achetait. Mon père voulait comprendre ce qui s'était passé et pourquoi ça s'était passé. Et il lisait l'histoire du Troisième Reich de Schiller, et il lisait je ne sais plus quoi. Et il avait des albums que de photos sur les camps, sur après la libération, sur Dachau et Buchenwald. Il avait des livres de caricatures qui étaient parus pendant la guerre contre Hitler, en allemand, en anglais. Et moi, je me nourrissais de ça, mais je n'ai jamais osé le faire en face de lui. Je me disais, s'il me voit avec un livre sur les camps et qu'il passe à côté de moi, qu'est-ce qui va se passer? Il va pleurer, il va s'effondrer, qu'est-ce qui va se passer? Donc je le faisais tout le temps en cachette, et je le cherchais. Je me dis, c'est quand même incroyable que je le trouve sur aucune photo. C'est pas possible cette histoire. Et je cherchais sans arrêt. Et je me posais des questions, mais où est-ce qu'il était? Pourquoi il n'est jamais sur la photo? Et c'est vrai que c'était tellement incroyable, même aujourd'hui c'est incroyable. Les jeunes qui vont avec lui, ou avec Paul, ou avec d'autres, à Auschwitz, ou même quand ils vont dans des écoles et qui racontent, c'est des histoires qu'on ne peut pas croire. C'est incroyable. Et moi aussi je ne la croyais pas. D'abord je ne la connaissais pas, parce qu'on ne me l'a pas raconté. Je ne savais pas quel était le numéro de mon père, à quelle date il a été arrêté, à quelle date il a été libéré. Tout ça n'existait pas dans mon enfance et dans mon adolescence. Ce n'était pas dit. Il y avait des allusions, mais il n'y avait pas un cadre. Pour moi, tout était du flou. Et donc ça, c'était la 4e page, où je me dis, je cherchais aussi, peut-être que je vais trouver par hasard mon grand-père ou ma grand-mère dans une photo. Peut-être que c'est lui et que je ne le sais pas. Il m'est arrivé d'avoir des cauchemars. J'ai rêvé que mon père s'électrocutait sur les fils des camps, par exemple. Qu'il était poursuivi par des bergers allemands qui le déchiquetaient. Ça m'arrivait, parce que je voyais quand même les photos et puis ça me revenait. Le monde des rêves, ça travaille. Il m'est arrivé de me réveiller en pleurant, à cause d'un cauchemar. Évidemment, quand mon père venait, je n'osais pas lui dire de quoi j'avais rêvé. Je dis, mais comment je peux dire ça à mon papa? Et c'était pas de l'Oedipe, ça n'avait rien à voir. Là, j'en suis convaincu. C'était cette espèce d'ombre du passé qui planait dans la maison, les fantômes qui tournaient autour de moi et qui venaient des fois habiter mes rêves. C'était pas tous les jours. La preuve, j'ai pas eu une enfance malheureuse. J'ai pas senti que c'était pas normal. Tout allait bien. Mais c'était là. Et je pense que une famille qui n'a pas subi la Shoah, les enfants, ils n'ont pas les mêmes rêves que moi j'ai eus. Ils ont d'autres rêves. Moi, j'ai les rêves de ma génération. Je lis souvent des romans ou des témoignages où les enfants entendaient leurs parents survivants hurler dans leurs rêves. Je viens d'en lire un comme ça récemment.
d'un enfant qui ne dormait pas la nuit, tellement que son père hurlait dans son sommeil. Alors moi, je ne sais pas. J'ai passé quand même 6 ans dans un pensionnat. Et après, je n'étais pas au même étage. Je ne sais pas si mon père ou non a eu des cauchemars en criant. Je ne sais pas, je ne lui ai jamais posé la question. Mais c'est sûr que cette histoire, même sans être dite, et c'est un peu ça que j'explique dans la première partie du livre, c'est qu'au fond, le non-dit fait des ravages. Et le dit aussi fait des ravages. Parce que tout dépend comment on dit. Il y a manière de dire, il y a manière de raconter. On ne peut pas raconter la même chose à un enfant, à un adolescent et à un adulte. Il y a une façon de raconter les choses. Donc j'ai posé un peu le décor dans ces 5 premières pages, et puis j'ai commencé à déployer un peu cette histoire. Là, je tourne des pages en vitesse, là. Je pense que vous les connaissez. C'était pas tellement pour vous montrer le livre que j'avais fait ça, mais un peu pour vous... Voilà, un petit épisode. J'ai fait ma bar mitzvah. Mon père me dit que lui, il n'a pas fait la sienne. Dans mon esprit, c'était à cause de la guerre. À cause de la guerre, il n'a pas pu faire sa bar mitzvah. Il ne m'a jamais dit, si, il me l'a dit il y a 10 ans, dans une conversation qu'on a eue, que son père était socialiste, qu'il n'était pas croyant, qu'il n'allait pas à la synagogue, et qu'il n'a pas trouvé nécessaire de faire la bar mitzvah à son fils. Point, c'est tout. Mais moi, j'aurais été content de savoir que mon grand-père était un socialiste militant. Et pas de croire qu'à cause des Allemands, mon père n'avait pas fait sa bar mitzvah. C'était pas du tout ça, la vérité. Mais on ne me l'avait jamais dit. Je me suis dit, ça alors, ça m'aurait fait plaisir de le savoir. J'étais dans un mouvement de jeunesse socialiste en plus. On voulait m'envoyer dans un kibbutz, et je ne savais pas que j'avais un grand-père socialiste militant. C'est bizarre de ne pas se parler quand même à ce point. Bon là, évidemment, je raconte les histoires des ulcères de mon père. Je raconte aussi au passage, quand même pour la mentionner, juste sur une seule page, que j'avais des grands-parents quand même du côté de ma mère et qu'ils ont eu leur histoire. Mais je n'ai pas développé. J'ai parlé de Seraing aussi quand même. Vous savez, grandir à Seraing, c'est pas comme grandir à Paris, hein, c'est un peu différent, ni à Bruxelles. Hein, restons en Belgique. Et la Wallonie, c'est pas la Flandre. Hein. C'était vraiment le cœur de la cité industrielle, sidérurgique et charbonnière de la Wallonie. C'était la ville la plus polluée de Belgique, la plus sale de Belgique. J'ai vécu de la lucarne de ma chambre à coucher, je voyais les hauts fourneaux tous les soirs dégager de la fumée. Et c'est pour ça que j'ai écrit là-bas, comme décor après Auschwitz, on aurait pu trouver mieux. Parce que je trouvais que c'était vraiment bizarre, mais enfant, ça ne m'a jamais préoccupé. Mais j'habite à Jérusalem, il n'y a pas de hauts fourneaux à Jérusalem, il n'y a pas d'industrie là-bas, si, il y a du high-tech. Et je me dis, mais comment j'ai fait pour vivre dans une ville aussi polluée que Seraing? Pourquoi est-ce qu'on a vécu là-bas? C'est vrai qu'il y a des explications à tout. Alors là, voilà, je m'arrête un peu sur cette page pour dire un point important, vu qu'on est ici, vu qu'on est ici, ensemble réunis ce matin. Là-bas, je fais mes études d'architecture à Liège, en première année, et là, je viens de finir les Beaux-Arts à Jérusalem. Il y a 4 ans et demi entre cette image-là et cette image-là, et ça c'est la page 46, et ça c'est la 48, et ça c'est la page 49. Il y a 4 ans et demi que je ne raconte pas dans le livre. J'ai pris la décision de ne pas mélanger la deuxième génération et mon choix d'aller vivre en Israël, parce que j'ai senti qu'il y avait un piège là-bas. Parce que la Shoah, c'est un fait de l'histoire, et Israël, c'est un sujet à débat jusqu'aujourd'hui, qui va en grandissant dans l'espace public et politique mondial. Et je n'avais pas envie de commencer à mélanger ces deux thèmes, d'un côté. D'un autre côté, j'ai décidé à ce moment-là que mon prochain livre parlerait de pourquoi je suis en Israël. Pourquoi est-ce qu'un petit Belge de Seraing, qui a ses racines en Pologne, va s'installer en Israël? Comment? Pourquoi? Et puis qu'est-ce qui se passe depuis que j'y suis? C'est un pays dont on parle tous les jours dans les informations, en général en mal, et il y a plein de choses à dire, et j'ai un point de vue, j'ai des opinions politiques, j'ai des engagements, et j'ai envie de partager ça dans un même esprit, avec des lecteurs, dans un autre livre. En plus, les négationnistes de la Shoah, et ils sont nombreux,
il y en a qui ont des chaires d'université, disent que la Shoah a été instrumentalisée par les Juifs pour justifier la création de l'État d'Israël. Donc je me suis dit, je ne vais pas donner de l'eau au moulin des négationnistes dans mon livre. Qu'ils aillent se faire foutre, tous. Je vais raconter ma petite histoire familiale, ma petite génération, et Israël, je m'en occuperai après, et des négationnistes aussi. Donc, je n'ai pas mélangé, et c'est vrai que le lecteur comprend, et il me suit, parce qu'il y a un flux dans l'histoire qui lui permet de sauter 4 ans et demi sans se poser de questions. J'ai des amis qui m'ont dit, c'est bizarre, tu n'as pas parlé des années qu'on a passées à la chômère. J'ai dit, ce sera dans le prochain livre. Parce que s'il avait fallu que je commence à expliquer à un lectorat non juif que j'étais dans un mouvement de jeunesse juive socialiste qui voulait aller au kibbutz, je devais commencer à faire un cours d'histoire et je n'avais pas envie de le faire dans ce livre-là. Je me suis dit, j'aurai tout le temps de me consacrer à ce sujet après. Donc, c'est une explication très importante que je voulais vous donner. Parce que je savais qu'une fois que le livre est publié, il s'offre à tous et il est ouvert à la critique. Alors là, c'est le chapitre le plus douloureux. Pour moi, il a été très très dur à faire et très important. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, si vous l'avez lu, vous le savez, ce qui s'est passé, c'est que c'est au moment de la Shiva de mon petit frère, donc de la semaine du deuil, que mon papa a commencé à parler. Le premier soir. On est revenu de l'enterrement, on a pris le café et des gâteaux à la maison, le rabbin est venu faire ses bénédictions, tous les gens qui étaient venus sont repartis et est resté un groupe d'amis qui étaient souvent, principalement des amis de Charlie, mon petit frère, et des amis à ma sœur et moi, Hana et moi, on était venus d'Israël. On est venus passer 3 semaines à Bruxelles avec mes parents pour soutenir un peu tout le monde. Et c'est là, ce soir-là, qu'il a commencé à raconter son histoire, parce que, et ça je l'ai compris longtemps après, et c'est tout ça que je raconte dans ce chapitre, c'est ce traumatisme de la perte de son fils, de façon brutale, qui a ouvert le barrage, qui avait fermé sa parole par rapport à la Shoah. Et tout s'est déversé en une fois. Et moi j'étais là, en me disant, mais comment est-ce que mon père peut parler de la Shoah alors qu'on vient d'enterrer de mon petit frère? C'est pas normal, c'est pas pour entendre l'histoire de mon père qu'on est venu, c'est pour entendre l'histoire de mon frère. C'est ça qu'on fait pendant cette semaine. On évoque des souvenirs, on regarde des albums de famille, on parle du défunt, des fois même on rigole. On se souvient de tas d'anecdotes et des 400 coups qu'on a fait. Et moi je ne comprenais pas, je ne pouvais pas comprendre à ce moment-là évidemment, je ne pouvais pas comprendre que tout d'un coup mon père se libérait. Et en fait, aujourd'hui je l'ai compris avec toutes ces années, mon père a entamé ce soir-là, sur le coin de la table du salon, son processus de reconstruction. Il a commencé à se reconstruire. Mon père était un homme détruit. C'est comme ça que je le sens. Il est sorti des camps détruit. Et il a essayé de se reconstruire, mais on ne peut pas dire que jusqu'à ce moment-là, il avait vraiment réussi totalement à le faire. Et là, il y a eu quelque chose d'autre, parce que de commencer à raconter, il est devenu, par la force des choses, témoin. Et il a commencé dans des écoles, comme Paul et comme d'autres dans la communauté juive, et non-juive aussi. Il y a aussi, dans Modus Operandi, il y a aussi un non-juif qui témoigne. Il n'y a pas que les juifs qui ont souffert de la guerre. Et ça, pour moi, c'est une chose qui est importante, que je veux dire, que je dis dans le livre. Et c'est par ces témoignages, et en devenant quelqu'un. Tout d'un coup, il est devenu quelqu'un. Il a été récompensé, médaillé, reconnu, interviewé dans les médias, ici en Belgique. Spielberg, qui est venu faire récolter des témoignages dans le monde entier des survivants, il a aussi été... donc tout d'un coup, d'un homme qui était un numéro, qui aurait dû disparaître, et qui est sorti sans rien des camps, à l'âge de 19 ans, et qui a été un petit commerçant, qui a vendu des vêtements pour dames, un métier qui l'emmerdait vraiment, parce que c'était vraiment pas ça sa vocation, et il l'a fait parce qu'il fallait bien vivre de quelque chose. Tout d'un coup, il a pris sa retraite, il s'est remis à dessiner, ça a été la première partie de sa reconstruction, et après, il a retrouvé la parole en perdant son fils. Alors, c'est grâce à ça qu'il est l'homme qu'il est aujourd'hui. Sa raison d'être, maintenant, il sait qu'il se lève le matin parce qu'il va dans une école au Luxembourg.
Et puis la semaine prochaine, il part à Lyon. Et puis la semaine d'après, il sera à Auschwitz. Donc il a un emploi du temps. Un homme de presque 87 ans, c'est formidable. Il a la force de l'âge que pas tous n'ont à cet âge-là. Il se lève, il témoigne. Les adolescents, les écoles dans lesquelles il va sont très admiratifs. Il a des dossiers pleins de lettres, de remerciements et de lettres d'enseignants et d'élèves. Donc ça a donné, c'est marrant, c'est pas marrant, c'est même pas paradoxal, c'est comme ça. Ça a redonné un sens à sa vie. Souvent, il y a des personnes qui prennent leur retraite et ils sont dans la déprime parce que leur vie n'a plus de sens. Mon père, sa retraite, ça lui a permis enfin de se remettre à dessiner. Et deuxièmement, ce traumatisme familial a été son processus de reconstruction. Il a retrouvé sa dignité humaine. C'était un petit commerçant à Seraing. Alors qu'il il portait une telle histoire en lui, personne ne s'y intéressait. Mais moi, à l'époque où ça se passait en temps réel, j'étais en colère. J'étais furieux, j'étais frustré, je lui en voulais. Je dis, mais c'est pas comme ça qu'il faut qu'on fasse pour Charlie. Comment, je me disais, mais enfin, comment est-ce qu'il ose se mettre comme ça en avant, alors qu'on est tous là pour mon petit frère. En plus, moi, mon petit frère, son suicide, je l'ai vécu d'une façon terrible. Parce qu'en fait, dans la constellation familiale, c'était moi qui étais le plus proche de lui. Parce que pour mon petit frère, j'étais son grand frère, protecteur, et celui qu'il aurait voulu être. On était tous les deux très doués pour le dessin, ok. On était tous les deux kishka, on avait tous les deux le sens de l'humour. Mais moi, j'étais un peu costaud, un peu sportif, lui, il était chétif et toujours malade. Et vraiment, il m'adulait. On a dormi dans la même mansarde pendant toute notre enfance et notre adolescence. J'étais vraiment son exemple. On a été dans le même pensionnat, dans la même école. On était très proches et quand il s'est suicidé, ça m'a complètement déstabilisé. Parce que je me suis dit, au fond, on se ressemble tellement. Peut-être que moi aussi, j'ai des tendances suicidaires et qu'un jour, je vais perdre pied. Peut-être que moi aussi, il faut que je fasse gaffe. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions à ce niveau-là. Et puis surtout, j'ai senti qu'une partie de moi était partie avec lui. On n'était pas jumeaux, mais on a grandi comme des jumeaux. J'ai des amis jumeaux, des collègues aussi, dessinateurs en Israël qui sont jumeaux. Il y a toute une symbiose des jumeaux, c'est très intéressant ce qui se passe entre les jumeaux, même des fois quand ils vivent sur d'autres continents. Et il y avait presque quelque chose de jumeau entre mon frère et moi, et ça a vraiment été une partie de moi qui est morte avec lui. Et je me suis battu pour ne pas que ça m'abatte. J'ai continué à faire les mêmes dessins qu'avant, etc. Je n'ai pas été capable de pleurer mon petit frère. Parce que je me disais, je ne peux pas me laisser abattre, parce que j'ai mon père, ma mère et ma petite sœur, dont le mari s'était suicidé 2 mois avant mon petit frère, qui était dans un état incroyable. Je n'ai jamais dit à mon père, une chose que je raconte dans le livre, que j'étais tellement angoissé que mon père ait l'idée de se donner la mort à cause de la perte de son plus jeune fils, que je suis allé trouver le rabbin de la communauté juive de Bruxelles, Ben Guigui. Et je lui ai demandé, ayez un œil sur mon père. Voilà mon téléphone. Si quelque chose ne fonctionne pas, téléphonez-moi, j'arrive tout de suite. Et je lui ai demandé, est-ce que vous croyez à la psy? Il m'a dit oui. Et je suis allé trouver l'oncle de ma femme, qui était un des plus grands psychanalystes sur la place de Paris, pour lui raconter ce qui s'était passé dans ma famille et ce qu'il fallait que je fasse pour aider mon père. J'avais peur pour lui. Mais je ne pouvais pas dire, papa, j'ai peur pour toi. Je suis allé avec ma grande sœur à Paris, c'est ce que je raconte dans cet épisode. Et on était dans la semaine du deuil. On a disparu pendant une journée sans dire où on allait. Je n'ai pas dit à mon père et ma mère, papa, je vais voir un psy parce que je suis très angoissé. J'ai peur que tu te suicides, je vais voir comment il faut faire pour éviter ça. Comment est-ce qu'on peut dire ça à son père? Donc même, j'avais 34 ans à l'époque, même à 34 ans, j'ai cherché un passe-droit, j'ai cherché une manière de contourner la chose. Je ne me souviens pas, et c'est vrai, je ne me souviens pas de ce qu'on a raconté à mes parents, ma sœur et moi, quand on est revenu de Paris le soir. Comment est-ce qu'on a expliqué notre absence? J'ai pris la voiture de ma petite sœur, on est parti à Paris, on est revenu dans la journée.
Et je pensais parler avec son oncle pendant 1 heure ou 2, on a passé tout l'après-midi. Et il m'a dit une chose qui m'a rassuré et que je mets ici, dans le livre, il m'a dit si votre père a survécu à l'enfer concentrationnaire, il survivra au suicide de votre petit frère. Ne vous inquiétez pas. Ça m'a un petit peu calmé. Mais après, j'ai eu la confirmation, par les faits, qu'en commençant à devenir un vrai témoin, en travaillant, en étant le porte-drapeau et en se reliant à la fondation Auschwitz, etc., tout d'un coup, je voyais mon père se reconstruire. Et petit à petit, quand j'ai pu me libérer du traumatisme de la perte de mon petit frère, mais ça m'a mis des années, j'ai vu ça comme quelque chose de très positif. Mais en temps réel, ça a été très dur à vivre. Et c'était d'autant plus dur à vivre que je ne pouvais le partager qu'avec ma femme. Je ne pouvais pas le partager avec lui. C'est ça qui est dur quand on ne peut pas vraiment s'exprimer. Et puis là, je raconte que c'est aussi un épisode très fort du livre, c'est qu'en fait, mon petit frère avait écrit une lettre à mes parents, et un petit mot à ma petite sœur, et un mot à sa presque ex-femme, il était en instance de divorce, pour dire que qu'il était désolé de faire de la peine à tout le monde, et que pour lui, la seule solution, c'était de disparaître. Et moi, j'ai pas reçu de lettre. Et je me dis, avec le relationnel que j'ai eu avec Charlie, c'est pas normal qu'il n'ait pas écrit. C'est pas juste. J'ai le droit à des explications. Pourquoi il m'a pas écrit? Donc non seulement j'étais brisé, mais en plus je ne comprenais pas pourquoi il avait choisi de ne pas m'écrire. Et ce que j'ai découvert 1 mois après, c'est qu'à cause des grèves qu'il y avait eu en France, sa lettre était arrivée 1 mois après. À l'époque, une lettre entre la France et Israël, ça mettait 7 à 8 jours. 1 mois après sa disparition, je vois une enveloppe avec son écriture, avec le tampon et la date de son suicide. Je me suis effondré. Je ne tenais plus debout. Je me suis effondré dans le divan à la maison. J'ai demandé à mes enfants de me laisser un petit moment que je ne me sentais pas très bien. Et j'ai lu sa lettre. Parce que moi, il ne m'a pas envoyé un mot d'excuse. Il m'a envoyé 3 pages d'explication. Je suis le seul à qui il a jugé utile et important de se confesser avant de partir. Et je n'ai jamais mentionné ni montré cette lettre à mon père. J'ai décidé de la garder pour moi. Jusqu'aujourd'hui. Et ça a été un secret terrible à révéler pour moi dans le livre. Parce qu'après sa mort, toute la famille se posait la question, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et alors, il y a eu des tas de spéculations qui sont parties dans tous les sens. Moi, j'avais une réponse. Et je l'ai gardée pour moi. Donc c'est vraiment, j'étais dans le non-dit volontaire. Ça a été un choix. Parce que je pensais que de toute façon, mes parents n'auraient pas pu comprendre. Ce n'était pas la peine que je leur disais. De toute façon, ils avaient de la peine. Il n'y avait pas moyen qu'ils aient plus de peine. Et il n'y avait pas moyen qu'ils aient moins de peine. Donc j'ai décidé, j'ai gardé ça pour moi. Mais quand j'ai fait le livre, je me suis dit, je suis obligé d'être honnête avec le lecteur. Si j'ai décidé que je racontais vraiment mon histoire, je suis obligé de raconter cet épisode. Et j'ai eu la main qui tremblait en faisant ces pages. Ça a été des pages très très dures. Et c'est aussi les plus belles du livre, artistiquement. Alors voilà, donc c'est un peu cette espèce de mélange de jubilation et de difficulté qui voilà. Et là, il y a un autre épisode dans le livre où ma sœur, qui était au kibbutz, elle a eu un cancer qui a duré 5 ans jusqu'à ce qu'elle parte. Et ce sont les années pendant lesquelles on s'est rapprochés, évidemment. Je venais très souvent la voir, alors que d'habitude, on se voyait 1 fois par mois. C'était 1 fois tous les 2 jours. Entre son kibbutz et Jérusalem, il y a 40 minutes de route. L'hôpital où elle était soignée était à Jérusalem, l'hôpital où ma femme travaillait. Donc, il y a eu 5 années de très grands rapprochements entre ma sœur et moi. Et ma sœur et moi, c'est un peu ma particularité dans la constellation familiale. J'étais en même temps le plus proche de mon petit frère, mais j'étais aussi le plus proche de ma grande sœur. Pourquoi? Parce que ma grande sœur, qui avait 4 ans et demi de plus que moi, j'étais le seul avec qui elle pouvait parler à la maison quand elle était adolescente. Ma petite sœur était trop petite pour elle, parce qu'elles avaient 7 ans de différence, c'est énorme, 7 ans.
Ma grande sœur, quand elle avait 17 ans et qu'elle avait un déboire amoureux, elle venait se confier à moi qui avait 13 ans. Et j'écoutais et je lui donnais des conseils. Genre, je suis un grand connaisseur. Mais au moins, il fallait qu'elle ait quelqu'un à qui parler. Elle ne pouvait pas parler de sa vie sentimentale avec mes parents. On ne parlait pas de choses intimes en famille. Point, c'est tout. Et donc, on était très proches et sa maladie nous a beaucoup rapprochés. Et évidemment, quand on passe 15 jours par mois à côté d'un lit d'hôpital ou chez elle à la maison, parce qu'elle a dû arrêter de travailler, on finit par faire le plan, faire le bilan. On dit voilà, alors voilà, faisons un peu le bilan de notre vie de famille, nos parents, nous les frères et sœurs, nos enfants, nos petits-enfants. Elle avait déjà des petits-enfants, moi je les ai eus après. Et finalement, on a on s'est mis au diapason l'un de l'autre. Parce que c'est vrai, elle, avec 4 ans et demi de différence, elle avait une autre perception de notre vie familiale. Elle avait des souvenirs que je n'avais pas. Elle avait un vécu que je n'avais pas. Elle se souvient très bien de choses qui se sont passées quand j'étais gosse, avant que j'ai pu avoir mes propres souvenirs, qu'elle m'a raconté, que je ne savais pas. Et on a vraiment fait le travail d'enfant de la deuxième génération entre nous, sans savoir que c'est ça qu'on faisait au fond. On a essayé de mieux comprendre nos parents aussi. De toute façon, dans toutes les familles, c'est normal qu'il y ait le fossé des générations et que des fois ça se passe bien, des fois ça se passe mal, mais nous, justement, à l'aune de la Shoah, on a essayé d'analyser entre nous un peu ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on nous a élevés comme ça, et pourquoi les choses se sont passées comme elles se sont passées, pourquoi on est allé en Israël. Donc c'était des années de grands rapprochements qui ont été très importantes, et je dois vous avouer que, bon, elle est décédée en 2006, j'ai commencé mon livre en 2010, elle m'a manqué chaque jour. Parce que je savais, bon, Charlie, ça faisait longtemps qu'il n'était plus là, et j'avais fait mon deuil. Les choses, elles étaient bien de ce côté-là. Je savais où j'en étais par rapport à lui. Je ne le pleurais pas, je ne le languissais pas. J'avais tourné la page. Il était présent, mais ce n'était plus un problème. Alors que Hana, elle était en train de mourir. Je le savais. Les médecins m'avaient dit un jour, écoutez, il y a des paliers, ça va mieux, mais il faut que vous sachiez, elle ne s'en sortira pas. Mais je ne peux pas vous dire combien de temps ça va durer. Je savais qu'elle était en train de mourir. Et elle était persuadée qu'elle était en train de survivre. Donc, il y avait quelque chose dans cette espèce de relationnel qui n'a rien à voir avec la Shoah, mais qui a fait qu'on a vraiment beaucoup utilisé ces temps où on était ensemble pour nous raconter notre propre histoire et mieux la comprendre encore. Ça a été très important. Et quand je faisais mes pages et que je les scannais et que je les envoyais à Gisèle à Paris, je me disais, si Hana avait été en vie, même à 2 heures du matin, je lui téléphonais pour qu'elle allume son ordinateur et qu'elle lise mes pages et qu'elle me dise ce qu'elle en pense. J'aurais voulu qu'elle soit ma première lectrice. Elle a tout le temps été là. Parce qu'au fond, ce que je raconte, c'est ce que Hana et moi, on a conclu de notre vie. On était d'accord sur notre analyse commune. Parce qu'au départ, on n'était pas tout à fait d'accord. On ne voyait pas les choses de la même manière. Et on a chacun, en écoutant l'autre, on s'est finalement raconté une histoire qu'on sentait qui était juste. Vous savez, l'histoire, c'est un travail d'écriture. Hein.